Bonjour à tous, bonjour à tous les membres de l'Académie. Bonjour Franck. Franck Bonjour. Perret, merci beaucoup de nous accorder ces petites minutes justement d'explication de ton parcours. Franck est un membre justement de l'Académie, donc il a commencé déjà depuis un petit moment. Il a déjà découvert la formation Académie Reprenariat et il a pu faire des acquisitions, plusieurs acquisitions, au minimum, au moins deux déjà depuis la reprise, depuis la mise en place de sa formation, et également aussi une toute première avant d'avoir acquis deux nouvelles sociétés qui étaient, il va nous expliquer un petit peu justement là-dessus, Franck, le parcours. Franck, 38 ans, donc le même âge que moi, l'âge doré. J'ai hâte que tu puisses expliquer justement aux membres de l'Académie. Alors, on va schématiser, tu vas nous expliquer un petit peu le contexte. Et en 2021, la boîte de mon parrain, qui était spécialisée en alarme, automatisme, vidéosurveillance et domotique, allait s'arrêter parce qu'il allait partir en retraite. Il n'avait pas de solution, il n'avait pas de repreneur. Et c'est là que je me suis intéressé au sujet parce que pour moi, c'était inimaginable de voir une boîte fermée qui tournait, qui était saine, tout se passait bien. Et juste parce qu'il n'y avait pas de repreneur, ça allait s'arrêter. Donc, je l'ai accompagné là-dessus. Et c'est là que j'ai rencontré l'équipe reprenariat par rapport à ça, à ce premier besoin. Donc, du coup, tu as pu devenir. Donc, au départ, tu avais pris la formation en ligne ou est-ce que tu avais pris tout de suite l'immersion? Qu'est-ce que tu avais pris au départ? Oui, j'ai pris la formation en ligne d'abord. Explique-nous un petit peu justement le premier montage donc avec la société, donc la boîte de ton parrain que tu as repris, chiffre d'affaires, potentiel, comment tu as pu racheter cette boîte-là. Explique-nous exactement on va dire l'envers du décor. Comment ça s'est passé pour toi? Alors la première boîte, c'était un peu atypique puisque c'était mon parrain. On s'était déjà mis d'accord sur un prix de cession. C'est une petite boîte artisanale. Il y avait lui et 3 salariés, ça faisait 600 000 € de chiffre. Voilà, un peu surévalué, mais bon, parce que c'était aussi pour joindre l'utile à l'agréable. Il avait d'autres projets, donc il avait besoin d'aller de l'avant. Le lien familial aussi, donc forcément, ça te dérangeait pas de valoriser à 3-4 fois le BE, c'était pas un souci, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, après, le coaching m'a apporté un vrai réseau d'aide par rapport au cabinet d'experts comptables spécialisés pour ça, au cabinet d'avocats également, et ça nous a vraiment permis d'aller de l'avant, de faire un montage où on a créé une holding. L'entreprise que je voulais racheter était en EIRL, donc il fallait la passer en société. Et puis finalement, c'est les banques qui ont financé parce que le temps que tout ça se mette en place, on a fait une LBO, ça s'est bien passé et donc, voilà. je synthétise, on est content. elle était en IRL, tu l'as passée en SAS avant la session qui a été effectuée, et ensuite derrière un LBO, donc un financement. Est-ce que tu as mis de l'apport ou est-ce que c'était sans apport et que tu as pu faire le financement à 100%? Non, ouais, sans apport. Enfin, l'objectif aussi, c'est pour ça que je me suis rapproché de Reprenariat, c'était d'arriver à reprendre des entreprises sans apport personnel et sans mettre à mal les trésoreries de mes entreprises actuelles. Donc voilà, ça s'est fait sans apport. L'acquisition 2021-2022, tu m'as dit 2021? Du coup, ouais, ça a traîné un peu, mais j'ai été le gérant officiel en novembre 2022. Le temps de tout monter, faire les transformations et autres. Ok. Donc, novembre 2022, première acquisition. Donc, déjà, félicitations. Il y a une première étape dans le reprenariat. Tu voilà repreneur d'entreprise. Et du coup, comment ça s'est passé ensuite derrière? Est-ce que tu as continué à développer justement le sourcing? Est-ce que tu as fait les méthodes de reprenariat? Comment ça s'est passé? Ce que j'ai jamais lâché et j'adorais ça, c'était de gérer plusieurs deals à la fois, d'aller rencontrer des chefs d'entreprise qui allaient s'arrêter. Donc voilà, les contacter avec les méthodes que Sébastien et Romain ont pu nous inculquer, d'écrire un courrier pour les solliciter. Là-dessus, j'ai toujours fait l'effort de l'écrire à la main et de la déposer moi-même en main propre dans la boîte aux lettres. Et j'ai eu 100% de réussite et de retour là-dessus. Donc voilà, j'étais auto-alimenté par des rencontres régulières de chefs d'entreprise qui allaient partir à la retraite, qui n'avaient pas de solution et qui voulaient céder leur boîte. Donc, je ne me suis pas entendu avec tout le monde, mais en fait, ça m'a permis d'affiner mon discours, de me roder, d'arriver toujours face à des chefs d'entreprise qui soit sont en position de force en se disant ma boîte c'est la meilleure du monde, il faut à tout prix que tu l'achètes, soit au contraire qui sont un peu en déprime parce qu'ils n'ont pas de solution, ça fait plusieurs années que la boîte est à la vente, il n'y a pas de repreneur. Et voilà, et donc ça m'a vraiment intéressé en ce sens. Une fois qu'on a goûté à ce que c'est de racheter une entreprise, de faire de la croissance externe, de récupérer un fichier client, de récupérer de la main-d'œuvre qualifiée, voilà, moi j'ai trouvé que j'avais un vrai intérêt et que je me sentais vraiment utile à mon économie locale et qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que si toutes les boîtes alentour ferment,
à cause de ça, enfin, c'est une catastrophe commerciale, économique. Donc, voilà, ça a renforcé ma motivation d'agir pour ne pas subir et du coup, apporter des c'est-à-dire solutions. avec la même méthode, toi, l'objectif, c'est de trouver, déjà, avoir le prix du cédant, savoir un petit peu si déjà financièrement ça passait via l'analyse QuickDD ou via d'autres analyses en interne. Tu regardais par rapport à l'EBE, comment tu fonctionnais en fait déjà pour. Voilà, on regarde déjà par rapport à l'EBE et à la CAF. Après, la plupart du temps, les cédants sont mal accompagnés ou mal conseillés, donc ils surévaluent toujours un peu la boîte. Moi, dans un premier temps, je rediscute jamais le prix de cession, mais je crée le relationnel déjà. Pour moi, c'est comme un client en fait. Je fais une découverte de ses besoins, de ses attentes, de qu'est-ce qu'il veut faire, le pourquoi il vend sa boîte, le pourquoi il en est arrivé là, il n'a pas de solution. J'identifie les points de douleur et les écarts qu'il a entre sa situation actuelle et celle qu'il aimerait avoir et en quoi je peux l'aider. Voilà. Donc, le sujet du prix de cession, c'est comme quand on vend quelque chose. Le prix de vente, il est secondaire. C'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a autour. Et on en arrive au prix et naturellement, le prix est réajusté après un audit comptable, un audit, voilà, il y a un audit après qui se fait quand on commence à entamer les démarches. Donc, dans un premier temps, ça sert à rien de se braquer en disant c'est trop cher ou j'ai pas les moyens ou pas aux caisses. Ouais, je suis allé même rencontrer des gérants qui voulaient vendre leur boîte presque 2 millions d'euros. Pas du tout les moyens de financer une boîte à 2 millions d'euros. Mais en fait, après analyse, c'est des boîtes, voilà. Une boîte, là, je suis en pourparlers avec une où on est en train de se mettre d'accord sur un 500 000 euros alors qu'à la base, il en voulait 2 millions. Donc, voilà, c'est aussi ne pas trop se mettre de barrières et y aller et découvrir. Oser, voilà. Il faut oser. Tu as osé, on a continué derrière du coup les étapes supplémentaires. Et donc dans tes recherches et dans les différentes rencontres que tu as eues avec des cédants, encore opportunité derrière de racheter une autre entreprise. Et du coup, tu es tombé sur une autre entreprise. Tu es en quelle période et tu as racheté donc laquelle? Explique-nous exactement pour la prochaine étape. Et là, la dernière en date, on a racheté une entreprise de mobilier de jardin haut de gamme en novembre dernier. En novembre, en novembre 2023, voilà. Donc, on a repris l'activité, on a les locaux, on refait la même chose, on a gardé le personnel. Et voilà, une boîte qui tournait 6 mois par an parce que c'est saisonnier, le mobilier de jardin, qui faisait un peu moins de 500 000 euros de chiffre. Et nous, on a décidé de la faire tourner à l'année, d'exploiter le fichier client qui est complémentaire au nôtre, de camping, de restaurateurs, d'hôteliers, de particuliers qui ont des belles maisons et qui veulent améliorer le confort chez eux. Et du coup, celle-là, si je me rappelle bien, tu m'as dit donc prix de vente 80 000 euros, 100% financé par la banque, parce que derrière, en plus, l'avantage d'avoir une boîte qui tourne bien. Saisonnier, donc il y a les 500 000 euros de chiffre d'affaires qui sont générés, c'est même pas 6 mois dans l'année. Sauf que toi, tu y as trouvé un gros intérêt, comme tu me disais, dans le développement de ton écosystème. C'est que le fichier client et également les locaux, parce que tu m'as dit que c'était une grosse surface aussi d'activité. Ouais, voilà, ça aussi, l'avantage, c'est que par chez nous, c'est difficile et eux, ils avaient un super local. Donc, on a pu aussi implanter toutes nos activités au même endroit et on a gagné en synergie, en efficacité. Ok. Donc, si je résume bien, tu avais structuré la holding lors de la première acquisition avec la boîte de ton parrain, donc première acquisition. Ouais. Ensuite, premier achat donc de la boîte de menuiserie, donc ça fait deuxième société. Troisième société sous la holding qui est donc aujourd'hui la société de mobilier de jardin. Donc, 3 activités. Quelle a été en fait aujourd'hui ta plus grosse limite, on va dire, quand tu as acquis autant de sociétés sur un laps de temps, on va dire quasiment une fois tous les ans, une société tous les ans. Quelle a été la limite pour toi que tu as dû en fait à un moment donné peut-être freiner, restructurer, etc. Explique-nous exactement justement qu'est-ce qui a fait que c'est génial, hein, tu as beaucoup restructuré, donc c'est très bien. Mais comment tu as pu mettre en place les choses? Ce qui fait les entreprises, c'est les hommes qui la composent, les ressources humaines en fait. Et face à un gros problème de recrutement, et à un moment donné, on est obligé de stabiliser, de temporiser parce que on ne trouve pas en face des personnes motivées, avec les valeurs, qui adhèrent à la charte, parce qu'on a fait une charte d'entreprise aussi pour s'entourer des bons collaborateurs. Donc voilà, à un moment donné, il a fallu freiner un petit peu. Puis j'ai eu la chance d'intégrer un directeur général groupe, du coup, qui a vraiment changé la donne, qui m'a permis de sortir un peu de l'opérationnel et de me reconcentrer sur la vision et sur la stratégie de développement. Après, ce qui est le plus important, c'est le pourquoi on fait ça, quoi. Moi, je suis à l'aise avec mon pourquoi. C'est vraiment pour préserver l'économie locale, pour apporter des solutions à des chefs d'entreprise qui n'en ont pas. Voilà, je suis pas un requin, je suis pas là pour m'enrichir. Alors oui, c'est la cerise sur le gâteau quand, en plus d'agir comme ça, on fait de la croissance et on a des entreprises qui tournent. Mais derrière le trophée, en fait, il y a énormément de travail
on va dire, d'analyse à avoir, et il faut se structurer, il faut bien s'entourer. Voilà. La difficulté, c'est de bien s'entourer. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Du coup, toi, ta limite, la problématique que tu as eue quand tu as eu une multitude de sociétés, c'était de trouver en fait la bonne personne qui puisse t'aider à structurer l'opérationnel. C'est surtout ça, hein, je te demande. Les bonnes personnes. Parce qu'en plus, moi, je pensais déjà les avoir dans mon équipe. Ouais. Parce que moi, la moitié de mon effectif à l'époque, c'était ma famille. Donc, normalement, la famille, c'est. Bon, tu peux avoir confiance et tu peux travailler correctement. Mais souvent, c'est pas et en fait, j'ai découvert un petit point que pas du tout, et qu'ils ont un peu abusé de la situation. Ils ont profité un peu de tout ça. Et ils ont ruiné l'ambiance et la confiance en interne. Et en fait, ça a été nocif. Donc, voilà, je m'en suis séparé le plus vite possible. Et puis après, on a lancé des vrais recrutements. C'est aussi ça qui est difficile. C'est qu'avant, on recrutait plutôt à l'affect et avec des gens qui avaient envie de nous rejoindre, alors que maintenant, on est structuré, on a créé une charte d'entreprise, on recrute pour les compétences et les qualités et non pas pour l'affect. C'est ce qu'il faut. Et du coup, en plus, ton gros problème qui a été justement de ne pas rentrer trop dans l'opérationnel. Parce que depuis que j'ai le DG avec moi et depuis qu'on est réorganisé, je fais des journées normales. Hein. Des fois, je m'étonne à arriver au bureau à 9h, 9h30. Et à 4h30, 5h, je rentre à la maison et voilà, je profite de mes enfants, je profite de ma famille. Et surtout, je suis mieux dans ma tête pour aller de l'avant et pour structurer. Et ça se ressent. J'ai jamais été aussi bon commercial et bon négociant que depuis que j'ai des journées moins intenses. Oui, parce que tu es plus visionnaire, tu as plus de temps de recul, tu as moins le côté stress du quotidien, parce que ça, c'est vrai que la perle, c'est ce qu'on dit souvent, moi, ça fait partie du sourcing. Le sourcing, c'est de trouver des entreprises où potentiellement tu peux avoir une échelle ou un positionnement pour pouvoir derrière avoir quelqu'un sur qui tu peux te proposer. Et là, l'avantage d'avoir un DG qui peut travailler sur toutes les structures, c'est vrai que c'est intéressant, surtout en plus les structures. Parce que finalement, il y a quand même pas mal d'activités connexes entre elles. Et c'est quoi alors la prochaine next step de Franck Ferret? Tu t'attaques à quel type de secteur d'activité? C'est quoi l'objectif? Là, on est en août 2024. C'est quoi la prochaine étape? Au début, j'étais vraiment ouvert à tous les marchés, à tous les sujets. Maintenant, je reste concentré sur mon métier qui est le mien, seconde œuvre du bâtiment, et des activités complémentaires, voilà, de serrurerie, de métallerie, d'usine de fabrication. Il y a de quoi faire en plus dans la reprise. Il y a de quoi faire à la note. Voilà. Après, c'est vrai que face à un problème de recrutement et une vraie pénurie de poseurs, de maîtreurs dans ce métier, ça m'intéresse aussi des fois de racheter une entreprise, même si elle n'est pas magique, parce que dedans, il y a du personnel qualifié. Donc, récupérer le personnel qualifié et développer, voilà, ça m'intéresse aussi par rapport à ça. Mais ouais, dans les formations, souvent, Sébastien et Romain disent il faut patienter, il faut laisser mûrir, ne jamais avoir un seul deal à la fois, parce que oui, si ça devient vital et important pour toi, en face, on fait des erreurs et ça marche pas. Ça marche pas. Après, c'est vrai que comme j'ai du recul maintenant, les cédants que je rencontre sont comme j'étais il y a 1 an ou 2. Ils font des journées de malades, ils sont hyper préoccupés, ils ont une charge mentale de dingue. Donc, arriver en leur montrant que c'est possible de prendre du recul sur l'opérationnel et de se réorganiser, ça leur donne envie aussi, quoi. Ça leur donne envie et dans ce cas-là, ça se passe. Oui, en plus, toi, tu es le produit du produit. C'est-à-dire que tu vas leur expliquer derrière que toi, ton objectif, c'est pas de donner ta vie à la société, c'est de faire en sorte que la société, en fait, vive. Correctement, ça, c'est le but. Mais en même temps, de trouver, en fait, un équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle. Et ça, c'est ce que tout entrepreneur aujourd'hui devrait avoir pour vocation. Et je pense que c'est bien expliqué aussi dans la partie formation sur le sourcing. Encore une fois, je me répète que c'est important, mais vaut mieux sourcer des entreprises qui ont une capacité à pouvoir être structurées en interne, avoir un directeur opérationnel ou un DG, plutôt que de chercher, comme tu dis, le syndrome de l'objet brillant, parce que tu en as très peu de choix et du coup, tu fais pas ce qu'il faut derrière. D'ailleurs, c'est une bonne question. C'est un bon tremplin sur ce que je voulais dire derrière. Ce serait quoi tes conseils, on va dire aujourd'hui, après plusieurs années, on va dire, d'expérience dans le reprenariat? Ce serait quoi les tips, les conseils que tu peux donner aujourd'hui aux membres de l'académie qui écoutent ton interview? Qu'est-ce qui ferait que là aujourd'hui avec l'expérience, voilà, qu'est-ce que tu veux dire tout de suite? Focus sur quoi? Déjà, il faut oser. C'est pas si compliqué, il faut y aller en fait. Au coaching, on était nombreux, il y en a plein qui n'ont pas agi parce qu'ils se posent trop de questions, ils se mettent trop de barrières psychologiques. À un moment donné, on n'a rien à perdre. On est là pour apporter des solutions et réfléchir à comment on peut agir. Donc, à force de réfléchir, en fait, on n'agit pas. Il faut agir. Moi, je vois tous ceux qui étaient dans mon groupe et ce que je fais aujourd'hui. Ceux qui avancent et ceux qui structurent, c'est ceux qui agissent. Il faut oser, en fait, il faut y aller. Voilà.
si je pouvais donner un vrai conseil déjà, c'est à un moment donné, il y en a qui ont fait des essais, qui ont fait leurs preuves, il y a des méthodes qui fonctionnent. Celle de Romain et Sébastien, ça fonctionne. Donc, applique la méthode et après, tu vois. C'est ça. Et encore une fois, comme tu dis, je rebondis dessus parce que je trouve ça, pour moi, c'est le meilleur conseil. C'est à force de vouloir réfléchir à des stratégies, des structurations, il peut passer des mois sans que derrière, et en plus, la motivation s'épuise au fur et à mesure du temps. Donc, il vaut mieux aller dans l'action et voir après justement ce qu'il y a comme retour ou pas. Mais maintenant, c'est bien que le produit du produit. J'en suis très très content parce que j'ai le même état d'esprit que toi. C'est ce côté en fait, tant que tu tentes rien, de toute façon, tu peux rien avoir de plus. Donc, il faut y aller. Et surtout que les gens investissent sur eux-mêmes. C'est important parce qu'ils investissent sur une formation, sur quelque chose de concret. Surtout, comme tu dis, d'éprouver avec des vrais résultats, parce qu'on est quand même plusieurs centaines, voire presque, on va dépasser le millier aujourd'hui de sessions quand je recense un petit peu les différentes sessions qui ont été faites. Aujourd'hui, c'est éprouvé. Maintenant, l'outil, il est là et il faut aller de l'avant. Le conseil simple, déjà, autour de nous, on a plein d'entreprises. Ça ne sert à rien de chercher midi à 14h ou sur Internet ou de parcourir le pays entier. Autour de toi, tu as forcément au moins une dizaine d'entreprises qui sont concernées par le sujet. Voilà. Après, elles correspondent à ton secteur ou pas, c'est pas grave. Mais vas-y quand même. Moi, je suis allé rencontrer des gérants d'un salon de coiffure, de boulangerie, tout ça, c'est pas du tout mon secteur d'activité. Mais en fait, ça te permet de palper l'économie locale et de palper aussi les problématiques et d'affiner ton discours. Il faut y aller, en fait. Vas-y. Et c'est aussi simple que de démarcher avec un courrier. Tu as juste à recopier la lettre, tu l'écris, tu la postes et tu te déplaces physiquement là-bas. Parce que tu vois l'environnement, tu vois l'entreprise, tu vois un peu ce qui se passe. Tu vois bien des entreprises, des fois, qui sont en difficulté. Ben, avec du recul, tu comprends pourquoi elles sont en difficulté. Ça fait des années que ça bouge pas, ça se remet pas en question, ça ne prospecte pas, c'est désorganisé. Donc, est-ce que tu as envie de reprendre ces boîtes-là ou pas? À toi de voir. Mais déjà, concentre-toi sur c'est pas beaucoup, hein, 10 km alentour, tu as une zone de chalandise autour de toi et il y a des entreprises locales qui font que. Et ça renforce ta motivation en plus. Parce que si tu commences à aller t'intéresser à des entreprises qui sont un peu loin, tout ça, bon, ben, tu dis, ouais, je m'intéresse aux chiffres, c'est pas mal, ça a l'air sympa, c'est une belle boîte. Mais quand tu t'intéresses à ton marché local, ben moi, c'était une révélation de me dire, c'est magnifique ce que je fais parce qu'en plus, je contribue au développement de l'économie locale. Donc, c'est parfait, quoi. Ça ne sonne pas, mais il y a un besoin, il y a un vrai besoin. C'est vraiment un sujet en France, c'est hallucinant, mais les gérants qui veulent arrêter, partir en retraite et qui n'ont pas de solution, ça leur coûte des sous de fermer leur boîte s'ils n'ont pas de repreneur. C'est incroyable. Ils ont le choix entre un repreneur crédible avec des valeurs et pas forcément en plus. Et puis, ils cherchent pas des gros investisseurs, ils cherchent des personnes locales qui veulent accompagner, qui veulent, on va dire, s'occuper de leurs salariés, etc. Parce que c'est aussi un déchirement pour ces personnes-là de devoir avoir à liquider à un moment donné au moment de la retraite et de ne pas avoir de possibilité de reprise efficace. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai affiné, tu vois. Avant, je ne parlais pas forcément du reprenariat. Je parlais du rachat d'entreprise, de la reprise, tout ça. Mais après, je me suis mis à affiner le discours et j'ai dit, il faut qu'on se lance tous les deux sur un reprenariat. Parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je vais reprendre votre boîte, mais il y a un vrai partenariat entre nous. Il faut que vous ayez envie de me la vendre. Et surtout, il faut que vous soyez fiers et heureux de me l'avoir vendue et de me l'avoir cédé parce que derrière, on va perdurer, on va continuer l'activité. C'est une belle transition. Donc, en fait, et depuis ça, voilà, en plus, ils ont sorti un livre maintenant, je le vois derrière toi là. Ils ont sorti un livre, donc, tout le monde peut l'acheter, tout le monde peut le voir, il y a une crédibilité qui se met en place. Après, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Hein. Il y a des chefs d'entreprise qui sont imbus de leur personne, qui n'en ont rien à faire de leurs salariés, de leurs entreprises et qui n'ont pas envie d'un partenariat. Ils veulent juste des sous et partir tranquille. Mais du coup, moi, personnellement, je n'arrive pas à m'entendre avec ces personnes. Comme tu dis. Un dernier conseil qui me vient en tête, c'est essayer d'aller vers des entreprises où il n'y a qu'un seul gérant. Parce que s'il y a des associés, ça veut dire deux amis différents, deux profils différents. Et voilà, moi, pour te donner un exemple, j'allais racheter une belle boîte là, on s'était mis d'accord, on avait signé la lettre d'intention, tout était OK. Et quand on a commencé vraiment à aller vers le déblocage des fonds, il y avait un des deux associés, en fait, où on était en conflit de valeurs complet. C'est-à-dire que le mec, il s'en foutait complet de savoir comment on allait assurer le travail derrière, assurer les équipes. Et en fait, je me suis retiré. Je me suis retiré parce que il y avait un des deux associés qui allait rester dans la boîte et c'était celui qui était plutôt hostile. Et en fait, voilà, si j'avais identifié peut-être tout de suite au début qu'il n'y avait qu'un seul gérant, ça aurait été plus simple. Ça, ils ne te le disent pas forcément. Donc, bien sûr. En fait, merci pour tous ces conseils-là. Je pense qu'on a fait le tour et en tout cas, c'était très enrichissant pour moi.
On se donne rendez-vous très bientôt. Comme on s'était dit, de toute façon, reste aux aguets. Il va se passer beaucoup de bonnes choses sur l'Académie Reprenariat et même les prochaines formations. En tout cas, c'était un grand plaisir, Franck. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci, à bientôt.